Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Parler de voiture, c'est toujours agréable avec les gens du Guide de l'auto. On est avec Louis-Philippe Dubé. Bonjour, Louis-Philippe. Salut, Pierre. Alors, dis donc, l'électrification des transports a amené beaucoup de changements merveilleux. Je suis le premier à en avoir été dans les apôtres ancestraux. Mais il y a des features. Il y a des caractéristiques, merci, des fonctionnalités, merci beaucoup. C'est important de trouver le bon mot. Dont l'autopilote, qui a fait beaucoup changer chez Tesla. Oui, chez Tesla, on a un système de conduite qu'on appelle un système de conduite autonome, en fait, mais scientifiquement, on ne peut pas l'appeler un système de conduite autonome, c'est semi-autonome. Alors, on en parlait dans les dernières semaines, toutes sortes de données sont collectées par les véhicules Tesla et les autres véhicules, mais là, aujourd'hui, on parle de Tesla plus particulièrement. Et puis, les données sur les caméras, sur les capteurs, etc. Et puis, on s'en sert pour des systèmes de sécurité active comme l'autopilote. Mm-hmm. Autopilote, pour ceux qui ne sont pas familiers, on pèse sur le petit bras d'un Tesla Model Y, Model 3 ou un autre véhicule Tesla. Et puis, le véhicule qui est équipé de cette technologie-là va se conduire de manière autonome, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est capable de freiner, de changer de voie, de suivre un itinéraire, si on veut, sans ou avec très peu d'interaction du conducteur. Mm-hmm. Fait que là, qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a eu des accidents qui ont été rapportés, 1200 accidents qui ont été rapportés à la NHTSA aux États-Unis, la National Highway Transport Safety Authority, exactement. Et puis, de ces accidents-là, il y a eu une enquête du Wall Street Journal qui a corroboré un peu l'information qui avait été mise publique et aussi les rapports de police des corps de police qui étaient impliqués. Et 222 accidents ont été étudiés. Et parmi ceux-là, on a été capable d'aller retirer la bande vidéo, si on veut, des caméras, et puis les données, les décisions qui ont été faites par le système d'autopilote, et les non-décisions qui ont été faites par le système d'autopilote. Donc, dans plusieurs des cas, je vais dire plusieurs dizaines des cas, il y avait le véhicule viré à droite de manière inusitée, ou juste arrêtait pas, par exemple, quand il y avait un obstacle sur la route. Et puis, ça arrive avec des pilotes, des conducteurs normaux, ça arrive quand on est au volant. Évidemment, il faut pas dire que... Mais le problème, c'est que quand on regarde ces bandes vidéo-là, on voit que le système aurait dû clairement être... Donc, il y a des graves erreurs de lecture. Des graves erreurs de lecture. Et puis, ça, c'est sûr que Tesla, c'est difficile de partager les données. Ils partagent avec les corps policiers, etc. Mais il a fallu que le Wall Street Journal aille chercher les données pour qu'on ait des exemples de ça, aller chercher les données auprès de pirates informatiques qui sont allés de recycleurs automobiles qui ont été chercher la... Il a fallu aller chercher les hackers. Oui, parce que sinon, c'est pas public par Tesla. Okay. Et puis, pour qu'on puisse les visionner puis voir exactement qu'est-ce qui est arrivé. C'est sûr que pourquoi ça arrive, ça? C'est évidemment le système autopilote de Tesla qui coûte 11 000 $ en ce moment-ci, là, par exemple, si vous le commandez avec un modèle Y, il se fie grandement sur les caméras. Et les caméras fonctionnent avec il y a une composante d'intelligence artificielle là-dedans qui identifie un véhicule, un individu, un débris sur la route, etc., puis qui apprend constamment sur les autres véhicules qui ne sont pas nécessairement impliqués dans des accidents, mais on appelle ça machine learning là, en anglais. Bien sûr. Exposé à des faits qui sont sécuritaires, on considère de plus en plus que cette situation-là est sécuritaire, puis quand on voit qu'une situation peut être problématique, on apprend qu'elle devient problématique, on est plus prudent. Exactement. Et puis, c'est toutes les caméras du véhicule qui mesurent ça, tandis que dans d'autres systèmes de d'autres constructeurs, on va utiliser du lidar, radar, une composition GPS, etc., de toutes sortes de composants qui sont plus dispendieuses, mais qui pourraient pallier un peu aux caméras. Oui, arrête donc, ça c'est intéressant. Exactement. Donc, ce qu'il y a dans une Toyota, qui est un lecteur LiDAR, si je ne me trompe pas, qui, si je ne me trompe pas, ça a été développé à Québec. Oui, exactement. Ça s'ajouterait, ça compléterait, ça serait mieux pour Tesla d'avoir ça aussi. Absolument, puis ça, c'est des discussions qui ont été faites avec Elon Musk, puis il a dit, on n'a pas, sans parler spécifiquement de la technologie LiDAR, il a dit, il y a des technologies qu'on n'a pas de besoin, nous, parce que nos caméras sont très efficaces. Et puis, elles sont efficaces. Faut pas dire qu'elles le sont pas. C'est juste que là, avec ces rapports-là, on voit que... on voit les limites. On voit les limites un petit peu. Un lidar, un radar, ça peut, par exemple, je te donne un exemple, autopilote en hiver, là, en plein hiver, en février, là, au Québec, dans le nord, là,
c'est sûr que les caméras, à un moment donné, elles ne voient que du C'est blanc. pas mal là. blanc. C'est pas mal que du blanc qu'on voit. Bienvenue Donc, dans une route au Québec en janvier. avec un radar ou un lidar, ben, on est capable de confirmer, par exemple, s'il y avait un système, par exemple, je parle du Super Cruise chez General Motors, va confirmer un peu qu'est-ce qui se passe avec la caméra, qu'est-ce qui se passe avec le lidar, qu'est-ce qui se passe avec le radar, qu'est-ce qui se passe avec le GPS, puis toute une espèce de processing qui se fait à travers ça, puis qui est capable de donner une décision. Louis-Philippe, peux-tu te demander juste de nous décrire, parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance, comme toi, d'essayer des Tesla. Le système autopilote de Tesla, moi, je me rappelle d'un individu qui avait une vieille... La première Tesla, là, pas le Sportster, pas le petit Roadster électrique, qui était en fait une Lotus électrifiée par Tesla, pas ça. La Model 3, la grosse, là, c'est ça, la Model 3? Model S. Model S, pardonne-moi. Oui, le modèle. Donc, la grosse 4 portes. Et ce monsieur-là l'adorait tellement, il y en avait même 2, il avait les moyens. Mais ce qu'il y avait surtout, c'est que sa voiture était comme dans l'abri d'auto, puis il demandait à sa voiture de venir le chercher à la porte. Oui, c'était un petit trajet. c'est un trajet de 60 pieds, peut-être, je sais pas, 100 pieds. Et la voiture venait le chercher. Moi, ça m'a là, comme, ben, voyons donc, on est dans un film de science-fiction, c'est James Bond. L'Aston Martin va sortir des nuages de fumée par en arrière. Alors, ça, c'est pas l'autopilote. L'autopilote, c'est quoi? C'est, par exemple, dans une voiture moderne, une Toyota Corolla bien équipée, là, il y a le système qui te dit qui va ralentir quand c'est une voiture devant toi qui va moins vite. Il y a aussi l'assistance au niveau des voies, c'est-à-dire que si tu sors de tes voies, le louvoiement, elle stabilise l'auto. Moi, je trouve ça un peu bumpy, un peu shaky tout le temps. Mais c'est quand même mieux. Mettons que tu dois déballer ton muffin, ça peut aider le temps que tu déballes ton muffin. Faut pas faire ça. Bon, OK, alors un autre exemple. Lire ton journal. Non, mais pour des situations temporaires, mettons que tu dois retirer ta ceinture de sécurité pour une raison quelconque, 2 minutes, ça peut aider à stabiliser l'auto le temps que tu fasses cette manœuvre-là. Et ça te dit d'ailleurs, toucher au volant, parce que si vous ne touchez pas le volant, on arrête. Exactement. Bon. Alors, mais en quoi l'autopilote de Tesla est différent de ce que je viens de décrire dans une Toyota Corolla bien équipée? Pour le mettre simple, là, c'est tous ces systèmes-là, séparément, qui sont mis ensemble par Tesla, avec le système anti-louvoiement, avec le régulateur de vitesse adaptatif. Ils ont ça aussi, bien sûr. Exactement. Donc, on prend tous ces systèmes-là et on en fait un système de conduite semi-autonome que Tesla appelle autonome. Mais c'est la façon qui traite les données et qui capte les données qui est différent chez Tesla des autres constructeurs. Et puis, je vais te dire, par exemple, tu as dit sur Toyota ou même chez Nissan, on va demander à tous les 15 secondes, 20 secondes, 7 secondes, touche au volant un petit peu pour nous dire qu'on est encore là. Chez GM, on a des caméras sur le conducteur qui vont dire, si vous n'êtes pas attentif, par exemple. Bon, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui vont faire que des constructeurs vont dire, nous, ils ont la technologie pour faire un système entièrement autonome, mais au côté législatif, au côté éthique, on peut en parler aussi de dire, on veut pas être impliqué dans des histoires comme ça avec des accidents parce que justement, la technologie, elle n'est pas infaillible. Les propriétaires de Tesla, ils donnent confiance, ils donnent leur vie un peu à cette technologie-là, ils dépensent de ça. Puis, je trouve que ces technologies-là, comme chez Tesla, elles sont construites par des architectes qui ont des particuliers, tu sais, des besoins pécuniaires, des besoins, des idéologies personnelles. Et puis, excuse-moi, Philippe, mais hier, Philippe Richard Bertrand nous parlait nous avait montré des images sur taxi autonome en San Francisco. Donc, il y a même des pays ou des provinces ou des États qui veulent favoriser. Pour la Californie, on comprend bien que ce sont des entreprises qui sont leur fer de lance, donc ils veulent certainement être le lieu de pratique de tout ça. Absolument. Mais c'est vrai qu'au niveau législatif, c'est pas simple. C'est pas simple. Qui est responsable dans un cas d'accident et que tu es l'autopilote? C'est toujours le conducteur, parce que le conducteur devrait toujours avoir l'œil sur le volant, l'œil sur la route, et puis toujours être attentif. Mais là, on regarde des vidéos, par exemple, sur Internet, de gens qui prennent une petite sieste dans une Tesla autopilote, etc. Ça se peut, ça? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, mais c'est arrivé. Puis, c'est sûr que là, on arrive à un barrage un peu éthique de dire, les côtés législatifs, ils se penchent dessus, puis ils se disent, OK, l'intelligence artificielle, c'est bon quand, par exemple, sur les médias sociaux, sur un ordinateur, mais sur une voiture qui pèse 5000 livres, puis qui
roule à 120 km/h sur l'autoroute. Et il commence à avoir des problèmes. Comment que, par exemple, une Tesla va faire la décision entre, si par exemple arrive dans une rue où est-ce que il doit dévier d'un obstacle, mais il y a des gens dans un abribus à droite, à gauche, par exemple, ou à droite, il y a une autre personne. T'as pas toujours le choix entre une montagne de carton vide et un bébé dans un carrosse. Et comment... C'est pas toujours si simple que ça. C'est ça, comment l'intelligence artificielle intégrée dans le véhicule va prendre cette décision-là et comment qu'on va regarder et étudier cette décision-là. Va dire, est-ce qu'elle a pris la bonne décision? Là, le fameux dilemme du tramway, là, si on veut, de quel côté on va, puis qui qu'on sacrifie pour sauver une vie ou des vies. C'est ça, exactement. Donc, c'est incroyable. Ouais. Mais en tout cas, la technologie, moi, je nous trouve très chanceux d'avoir des gens comme vous au Guide de l'auto pour nous aiguiller dans tout ça, parce qu'il y a tellement d'options. Honnêtement, c'est surprenant de voir tout ce que les voitures peuvent faire chez aujourd'hui. Tesla, c'est tellement avancé aussi. Ouais. Tu veux nous parler d'un autre fabricant de voitures électriques? Oui. BYD, l'acronyme de Build Your Dreams. Build Your Dreams. Chinois. Oui, et puis qui est dans le rétroviseur de Tesla, d'ailleurs, très, très, très près. C'est un constructeur chinois, et puis qui a fabriqué plus de véhicules que Tesla l'an dernier, en 2023, tous véhicules confondus, parce qu'on fabrique également des hybrides rechargeables là, chez BYD. Mais cette année, les experts disent que probablement que BYD est tellement près des ventes de Tesla que peut-être il y a des chances que ça se dépasse en 2024. Et puis, qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est, il y a des tarifs douaniers qui sont augmentés pour les véhicules fabriqués en Chine, aux États-Unis, en Europe, etc. Au Canada, on finit des tables de consultation en ce moment sur le sujet. Mais BYD est pratiquement installé au Mexique en ce moment et a inscrit des lobbyistes à Ottawa et en Ontario tout dernièrement pour être capable d'un peu mettre les États-Unis en sandwich, si on veut. Et quand on parle des lobbyistes, si juste rappeler, on embauche un lobbyiste pour influencer les différents parlements, pour modifier la législation, pour permettre, par exemple, ou interférer sur ce droit de douane que Mme Freeland a annoncé qu'elle voulait amener sur les BYD. Ben, c'est ça. Donc, on veut assembler, on a des véhicules chez BYD comme BYD Dolphin, qui est un petit utilitaire, BYD Seal, qui est une petite berline qui va comme une rivale à la Model 3, et puis BYD Shark, qui est une petite camionnette qui va être assemblée au Mexique et commercialisée au Mexique également. Donc, c'est une petite brochette de véhicules qui sont de bonne qualité. Moi, j'ai jamais conduit un BYD, mais qu'est-ce que je lis sur l'Internet, c'est que c'est des véhicules qui sont très bien assemblés, qui sont technologiquement très avancés, puis qui sont aptes à rivaliser là, avec Tesla. Le pire, Louis-Philippe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont embarqué dans une BYD. Parce que, tu te rappelles, il y avait un entrepreneur qui avait acheté genre 150 BYD puis les avait amenés au taxi. Oui, les E6 à Montréal. Je ne sais pas combien il y en a, mais on les voit là, sur les rues encore, elles sont encore là. Ça avait l'air grossièrement, ça avait l'air d'une Dodge Journey. Genre, oui, un peu carré. Monospace, un peu comme un gros station. Mais moi, je me souviens d'ailleurs que j'ai un chauffeur de taxi, quand il choisit de venir s'abreuver à nos bornes, ben, il est là pour longtemps. Ben oui, parce que lui, il a une batterie avec pas mal d'autonomie, puis un Ouais. chargeur peut-être un peu vieillot. Fait que ça prend 50 ans à se charger. C'est comme ma IMF 2014 qui charge 10 km à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, Quand les gens me voient arriver à la borne, bon, non, pas lui. Faut pas avoir des gros projets Oh. pour la journée. Mais oui, ce sont des véhicules qui sont très avancés. On parle des E6, c'est moins avancé là, quand ils sont arrivés à Montréal. Ben oui. Mais c'est des véhicules taxi. Même la STM avait commandé des autobus intermédiaires de BYD qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais justement, ces nouveaux véhicules-là, qui sont peut-être commercialisés au Canada si les choses déboulent, ben ça va augmenter le choix pour le consommateur, mais également mettre un petit peu là, un peu de pression sur les autres et sur le réseau des circuits électriques. En terminant, Ford, qui est une compagnie, en tout cas, s'il y a une compagnie qui représente la résilience des fabricants de voitures américains, c'est bien Ford, avec le Maverick qui s'en vient hybride. Le constructeur à l'ovale bleu. Le Maverick hybride existe déjà en traction pour les roues motrices avant. Okay. Donc, on avait deux types de motorisation dans le Maverick, qui est une petite camionnette, là, on le rappelle, qui est basée sur le Escape, là, entre autres, là, qui est un véhicule que j'aime bien parce que ça conduit pas comme une camionnette, ça conduit plus comme un utilitaire, voiture. Mais c'est très utilitaire à cause de l'espace camionnette. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a annoncé? Puis c'est qu'est-ce que les acheteurs demandaient? C'est d'avoir un modèle hybride, mais qui vient avec le rouage intégral. Et pas seulement les roues motrices avant. Et puis, on parle d'une consommation très raisonnable. On passe de 5,6 litres au 100 km/h pour les roues motrices avant à 5,9 pour le rouage intégral. Donc, une petite camionnette hybride très intéressante. Ça doit être essentiellement le poids, parce que je gage cher.
que la propulsion arrière, c'est des petits moteurs électriques. Oui, c'est ça. J'ai pas les détails techniques, sûr. mais ça va être ça. Il y aura probablement pas de lien mécanique entre l'avant et l'arrière, qu'est-ce qui est la meilleure façon de le faire. Ben ouais. On n'a pas de prix à ce moment-ci, mais tout pour dire qu'avec le Maverick, là, ça a été une camionnette très populaire. On part à 34 500 $ pour le modèle à roue motrice avant hybride. Puis, ça va être un peu plus cher pour le modèle à rouage intégral. Moi, je trouve que Ford, dans le cas, ils ont été de loin les plus pragmatiques devant ça. Moi, je me rappelle, j'avais la Prius 2001 en 2002. Oui. Puis je l'avais acheté en 2002 et Ford avait adapté toute cette mécanique-là au Ford Escape. Puis c'était vraiment, tu ouvrais le capot d'un Ford Escape à l'époque, puis c'était un moteur Toyota qui était là. Puis avec le temps, ils ont développé eux-mêmes leur méthodologie. Tu sais, la énergie, là, il y avait des Ford, des Ford, c'est-tu des Ford Escape? Non, c'était des berlines là, qui étaient en technologie hybride. Oui, il y avait... Moi, je ne me souviens plus du modèle, mais ils ont toujours été très proactifs. Ils ont été plus... puis eux n'ont pas demandé de financement quand ils étaient dans la crise, contrairement à Dodge et à GM. Louis-Philippe, merci beaucoup. C'est fascinant de parler de bagnole avec toi. Toujours Merci aux gens du Guide de l'auto. Salut!